Alors, donc on est le 18 mars 2025 donc on procède à l'entretien avec Monsieur Blondel, Oui. Emmanuel Crescent et Clara Dys. Emmanuel, d'accord. Et donc je vais vous laisser d'abord vous présenter. Ah voilà, Blondel André, Saint-Sanson de la Roque. Mais enfin, j'habitais le Valais de Bouclon dans les années 60, dans les années 60, oui, même avant, puisque je suis né en 1950. Voilà, donc je suis tout le temps né à la vallée du Marais-Vernier. Enfin, du Marais-Vernier, c'est la vallée de Bouclon. Nous, c'était pas le Marais-Vernier se trouvait à côté. On dit toujours le Marais-Vernier, mais c'est la vallée de Bouclon. C'est que je me trouvais, moi, dans la ferme de mes parents, qui exploitaient une trentaine d'hectares dans cette vallée. Donc, c'était surtout à l'époque les courtils qu'on appelait. Les courtils, c'est des vrais jardins qui faisaient 200 mètres de long sur 10 mètres de large, toute une longueur, et on faisait de maraîcher avec. Quoi. Voilà. D'accord. Vous avez toujours vécu ici? Dans la vallée du Marais. Bon, donc ça fait quand même 20, je sais plus combien d'années qu'on est ici, qu'on a abandonné le Marais pour diverses raisons. Que d'abord ça devenait plus très exploitable, vu que c'était toujours un peu inondé, trop inondé, pas assez d'écoulement, pas assez de fossés, pas beaucoup de choses qui ont contribué que le Marais s'est dégradé sur ce sujet. Comme encore au jour d'aujourd'hui, c'est difficile à exploiter. Voilà. Après, on avait un élevage laitier. Mes parents avaient une ferme de 25-30 hectares qu'ils exploitaient dans les marais. Donc on faisait de la vache laitière. Et bon, que ça donnait du lait et que c'était bien, c'était rentable à l'époque. De toute façon, c'était que des petites fermes sur toute la vallée. Tout le monde avait ses broalets aux barrières. Et puis, tout le monde en vivait. Quelques-uns avaient double actif, mais à l'époque, avec 15 à 20 vaches, on vivait très bien. Que ça a été qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est fichu. C'est plus compliqué aujourd'hui? Bon, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de ferme laitière dans toute ma vallée de Bouclon où c'est que j'étais. Il n'y a aucune ferme laitière maintenant. Il n'y en a plus même qu'une seule au Marais-Vernier. Et donc, vous êtes toujours dit que vous aviez envie de poursuivre l'élevage? Oui, j'ai toujours. À vos parents, oui. Vous vous êtes dit je vais reprendre l'affaire? Oui, j'ai repris l'affaire, oui, voilà, c'est ça. Mais donc, d'abord, on ne pouvait pas trop s'agrandir parce qu'il y avait un peu des croquants autour de nous qui n'étaient pas toujours bons. Je ne dirais pas les noms. Voilà. Qu'on fait autre chose, mais bon, après, c'est ouais. Au jour d'aujourd'hui, le marais le marais que j'étais est complètement dégradé. Moi, je exploite toujours quand même encore mes marais, mais bon, c'est différent, quoi. On met plus de vaches à lait, c'est que des vaches allaitantes, quoi, pendant un laps de temps. Et on a du mal à entretenir les prairies par rapport à l'humidité a trop envahi. Le marais est pas assez entretenu. Ouais. Du coup, justement, ces prairies-là, est-ce que vous avez des souvenirs par rapport aux prairies vraiment plutôt du temps où c'était la ferme de vos parents? Oui. Qu'est-ce qui a changé, en fait plus du tout, ça n'a plus rien à voir. Oui. Elles étaient moins humides, elles étaient moins humides, mieux exploitées. Beaucoup mieux exploitées, ça veut dire qu'il y avait plus de fauches, plus de pâtures. Tout était entretenu. Il n'y avait que des petits exploitants d'un bout à l'autre, et c'était entretenu. Ah oui. Tout est entretenu, de A à Z. D'accord. Comme maintenant, ça n'y est plus du tout. C'est des friches. Oui. On peut dire ça, le marais, le marais est devenu une friche. C'est tout. Enfin, c'est ce qu'on a voulu. Aujourd'hui, on a voulu que ça devienne une friche. Et c'est pas la fin. Les quelques exploitants qui restent dans ma vallée, on peut les compter du bout des doigts. Je ne connais plus mes camps. Oui. Qui est mon voisin. Ça a vraiment diminué.
c'est sûr. Et que c'était très bien exploité parce que tout le monde fauchait les gens au moins 2-3 fois par an. C'était très bien entretenu. On mettait des bêtes pas en surnombre non plus. Les prairies n'étaient pas abîmées. Les prés n'étaient pas abîmés. On appelait ça les prés, pas abîmés. Et c'était très bien. Et par rapport à l'élevage à cette époque, Oui. qu'est-ce qu'il y avait de particulier par rapport à maintenant, peut-être au niveau des outils pour exploiter les prairies? Ah, les outils, moi j'ai commencé avec, quand j'avais l'âge de 12-13 ans, avec un cheval, puis une faucheuse tirée par un cheval, c'est le cas de le dire. On fauchait comme ça. C'était très dur, on appelait ça, nous on avait des herbes sauvages, des herbes sûres, qui étaient très dures à faucher, dans le fond des marais. Mais le cheval faisait son boulot. Le cheval, il appartenait à la ferme? Ah oui. Et c'était le cas de... Est-ce que c'était un cas particulier pour vous, ou chaque ferme avait un peu son cheval? Oh oui, chaque ferme avait un peu son cheval. Hein. Oui. C'était vraiment ça la technique la plus répandue Au départ, oui, c'était le cheval. Oui. Donc ça, quand on vous dit au départ, ça c'était même au début quand vous exploitiez, ou c'était plus du temps de vos parents? Bon, moi j'arrivais à la conjoncture, hein, c'est que le matériel est arrivé. Ouais. Et quand je suis arrivé quand j'ai travaillé sur l'exploitation, j'avais 14 ans, le premier tracteur est arrivé, qui a remplacé le cheval. J'avais 14 ans. C'est plutôt les années 65. C'était en 64 quand le tracteur est arrivé chez mes parents. Premier tracteur. Ouais. Dans tout le secteur, ça a été ça aussi. Tout le monde a eu les premiers tracteurs. Ça a changé tout de suite de philosophie quand même. Qui a été un peu approuvé quand même parce que le cheval, le cheval c'était dur aussi. Parce que Donc c'était une faucheuse. C'était une machine qui était tirée par le cheval, oui, c'est ça? Oui, une faucheuse, j'en ai encore une dans un bâtiment. Ouais, des faucheuses avec raoult, porte-lame sur le côté, on ne connaissait pas du tout ça. Ouais. Ouais. Fameuse faucheuse, c'était les cunes déjà à l'époque, c'était les faucheuses cunes. Ouais, il y avait d'autres, certainement marques aussi, hein, mais il fallait que le cheval tire, que ça faisait des tractions, que la lame coupe les herbes. Alors forcément, quand il faisait chaud, il fallait faire ça le matin à la fraîche, à 5-6 heures du matin. Et si vous voulez, à 11 heures, on arrêtait. Hein. Pour que le cheval aussi, lui, c'était pas de machine. Le cheval, il avait chaud, il avait tout, il n'en pouvait plus. Alors on n'en faisait pas des hectares et des hectares, mais petit à petit. Et comme on avait des bonnes périodes d'été et tout ça, ça durait longtemps. On arrivait à faire de la faux jusqu'au mois de septembre. On commençait de tard, jamais avant la vingtaine de juin, jusqu'en septembre. Et est-ce que vous avez utilisé des faux manuels? Faux manuels, c'était pour le bricolage. Oui, on le faisait du bricolage sous les pieux de clôture, qu'on entretenait entre les pieux de clôture. Oui, j'ai utilisé des faux, j'en ai encore des faux. Alors. Oui, j'en ai amené quelques exemples. Pour faire du nettoyage, pour faire du nettoyage, on faisait tout à la faux. Du bricolage, qu'on faisait pour couper à manger au lapin, on faisait à la fauche, on faisait... Et comment vous entreteniez ces outils-là? Avec une pierre. Vous aviez une pierre? Un bureau qu'on mettait entre les jambes. C'est quand de le dire. Je ne sais même pas si j'en ai pas. Si j'en ai pas. Oui, j'ai les mêmes, c'est ça, un bureau, qu'on mettait de l'eau dedans, la pierre, et puis on était là. Et quand ça coupait plus, en faisant un coup à la faux. Voilà, c'est ça, oui, plusieurs ça. Oui, la pierre, oui, j'en ai aussi une pierre, voilà. On arrive à retrouver tout ça. C'est une lame. Oui, mais c'est encore une petite, ça. Voilà, il y avait un fauchon. On appelait ça un petit fauché, nous on appelait ça à l'époque. Mais on avait des plus grandes que ça, on avait des belles lames. Voilà. Hein. Est-ce que vous battiez votre faux? Oui, moi je ne savais pas trop le faire, c'était mon père. Avec un enclume, un fameux enclume, comme vous avez, puis le marteau, mais tout ça, voilà. Mais c'était ça. Mon père, c'était le soir à la fraîche, il battait la faux pour le lendemain, si on en avait besoin, qu'on faisait des petits coins avec la faux. D'accord. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose qui s'est perdu comme technique un peu aujourd'hui. Terminé. C'est complètement mort, comme on dit. Et vous avez senti que ça allait
à quelle vitesse en fait cette apparition des tracteurs Trop vite. Ouais, À 14 ans, on avait un petit tracteur, hein, c'était des 15-18 chevaux. Celui qui avait un 20 chevaux, c'était un tracteur déjà énorme, hein, déjà. Mais aujourd'hui, on arrive à 200 chevaux. Puis encore. Toutes ces petites techniques-là, ça a disparu en fait en même temps que le tracteur, il n'y avait plus besoin. Ouais. Et donc là, moi, c'est des outils que je maîtrise pas forcément. Mais, ça, c'est ce qu'on a sorti un petit peu. Donc, là, on connaît tout ça. J'en ai encore dans des coins. Enfin, je me sers encore d'une faux entre deux. Vous coupez mes orties. Je coupe bien mes orties à la faux. J'aimais bien. Hein. Ouais. Je le fais toujours. D'accord. Et ça, tu... Mais bon, il y avait un savoir aussi hein, pour affûter sur un enclume, hein, une faux. Il y avait un savoir. Hein. Moi, j'arrivais pas. Mon père, lui, était fort là-dessus. Il était encore en avant, il savait. Il a pas forcément... Et il vous a pas transmis. Si, mais on n'a pas trop. Après, nous, déjà, on commençait à voir un petit peu l'évolution. Ouais. Alors, on voulait déjà ça mettre un peu de côté. D'accord. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qu'on met sur une faux. Un javelier, est-ce que vous avez déjà... javelier, ça c'était plus pour les... C'était plus ancien, pour les moissons plutôt. Oui, c'est ça. Mais les moissons, on n'avait pas de moissons, nous. C'était que de l'élevage, que la prairie nature. Hein. Que nature. Hein. Coupe-foin. Comment? Ça vous parle, le coupe-foin? Le coupe-foin, non. Pas plus que ça. Non, on n'utilisait pas trop Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est un coupe-foin. C'est pas obligé. Non, moi, c'est pas grave. Non, mais couper le foin, on ne coupait pas on donnait comme ça. Nous, on avait une pratique aussi, on appelait ça des mulons. C'est une espèce de tas de foin qu'on faisait. On appelait ça des mulons. D'accord. Hein? Une fois qu'on avait fauché, fané, on appelait ça une racleuse, on faisait des rances comme... Et hop, au bout, quand on avait une grosse rance, on faisait un mulon, on appelait ça un mulon. C'était un tas de foin bien entassé, tout qui résistait aux intempéries. D'accord. On faisait plein, j'en ai encore fait assez tard de ça, des mulons, enfin assez tard. Disons encore à 16-17 ans, on faisait encore des fois des mulons. Dans des endroits, des parcelles qu'on ne pouvait pas trop aller, on faisait des mulons pour ne pas perdre le foin. On le récoltait, on allait le ramasser plus tard, s'il faisait un peu plus sec. Et comment ça se passait là Il y avait déjà des véhicules, des charrettes, je sais pas. C'était un charti. Avec le cheval, on avait un charti. On charriait, alors on appelait, après le mulon, on le bottelait. On faisait des petites bottes de foin, on appelait ça des turcs. On faisait des petites bottes de foin. Et je sais pas, un mulon a peut-être 15-20 petites bottes de foin. Après, avec le charti, on charriait les petites bottes de foin dans le charti, quoi. Charriait les petites bottes de foin. On ramenait ça à la ferme. Il n'y avait pas encore de presse, tout ça. C'est venu un peu après, les presses, à peu près en 64, enfin un petit peu avant, mais c'est beaucoup encore des petites bottes qu'on entassait dans les greniers, en haut, dans le fond des combes, petites bottes. Et pour la fertilisation des prairies, à cette époque-là, c'était beaucoup de fumure. C'était beaucoup de fumure. En général, la ferme faisait du fumier à peu près pousser prairie, sur 2 ou 3 années de décalage. On faisait une fumure à peu près tous les 3 ans sur une parcelle, quoi, pour dire que toutes les parcelles, au bout de 2-3 ans, arrivaient en fumure. On mettait quand même déjà un peu d'engrais, on mettait déjà des scories Thomas, scories potassiques, à l'époque. C'était déjà du temps de votre père, là? Oui. 50, il y avait déjà les produits potassiques. Oui. Oui, on mettait déjà de la chaux aussi, au chaulé, terrain. Oui. Ok.
Bon, pareil. Enfin, en gros, je fais un peu le... Hein. C'est bon, si pour vous c'est intéressant, on pense. Oui, complètement, oui. Et pour le pâturage, est-ce qu'il y avait des grandes différences par rapport à maintenant? Est-ce que... On pâturait un peu pré par pré, on appelait ça des prés, on limitait, on laissait la parcelle se reposer, on faisait un autre pré, et puis voilà, c'était comme ça. Ouais, au niveau des clôtures, c'est la même technique? Les clôtures étaient faites avec du barbelé, en général, comme il y avait des fossés, c'était souvent qu'un rang de fil barbelé, ou deux, au bord du fossé, pour pas qu'ils rebouchent le fossé, pour avoir l'écoulement. Puis pas que les bêtes se mettent dans les fossés. S'ils se mettaient dans les fossés, ils ne se tiraient pas toutes seules. Les bêtes, ils s'enlisaient. Si on ne voyait pas longtemps, au bout de 2 jours, ils crevaient. Ouais. Moi, je me demandais, par rapport à la particularité du Marais Vernier, donc il y a les courtils, Oui. mais il y a aussi il y a des parcelles un peu qu'on appelle les communaux. Ah, mais les biens communaux, oui. Ouais. C'était sur le Marais Vernier, vraiment le Marais Vernier. Ah, oui. Que nous, celui qui ne sait pas, on croit toujours que la vallée de Bouclon fait partie du Marais Vernier. Mais non, C'est pas la commune. c'était pas communal. Parce que les biens communaux étaient très intéressants pour ceux qui habitaient le Marais. Ils pouvaient mettre pas mal de, je ne sais plus combien de bêtes par chaque exploitant, à titre vraiment bas prix, pour toute l'année. À partir du 1er mai, je ne sais plus, c'était en novembre ou pas. Mais nous, on était à côté, la vallée de Bouclon, on n'y avait pas droit. Parce que c'était Bouclon et l'autre, c'était le Marais Vernier. Nous, à la vallée de Bouclon, il n'y avait aucun bien communaux. Okay. Et à l'époque, vous disiez, il y avait peu de double actifs. Avoir 20 vaches, ça suffisait? Beaucoup non, double actif. Ah, il y a beaucoup qui avaient 7-8 vaches, 5-6 vaches, et il y avait un métier à côté. Et... Beaucoup, c'était les 3 quarts de la vallée de Bouclon, même du Marais Vernier, c'était à côté. C'était ça, c'était 3 quarts du temps double actif. Et à l'époque, celui qui avait 20 vaches à l'époque, c'était une grosse ferme. D'accord. Et comment tout ça tous les produits étaient commercialisés? Est-ce que ça... Il y avait une coopérative qui passait tous les jours à prendre le lait au bord de la ferme, à la cour de la ferme. Tout le monde avait ses brocs de lait, on appelait ça des brocs de lait. Vous vous souvenez du nom de la coopérative? Oui, c'était Gruchet de la Valasse, de l'autre côté, qui prenait notre lait. Donc oui, c'était du lait. Laiterie de Lille, on appelait ça laiterie de Lillebonne. Est-ce que vous savez, il y avait un gros marché à bestiaux à Routot? Est-ce qu'il y avait des liens avec... Pas plus que ça, on connaissait. Vous faisiez pas de viande? Non. Oui, le marché d'Auto, oui, mais c'était déjà à l'époque. Mais non, on n'avait pas... À l'époque, il y avait beaucoup de marchands de bestiaux, il y avait beaucoup de marchands de bestiaux, il y avait de la concurrence, donc c'était bien parce que si on ne faisait pas affaire, on faisait affaire avec l'autre. Qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. C'est un gros négociant qui fait un peu son prix, un peu aussi. Enfin, bon, c'est mieux quand même que ça a été. Faut pas trop non plus tirer les cheveux, comme on dit. Et aussi, il y a quelque chose d'assez particulier. Alors, peut-être vous allez pouvoir préciser si c'était propre à la commune du Marais Vernier ou si c'était sur l'ensemble du Marais Vernier, mais la pratique de l'étampage, là. Oui, c'était sur la commune du Marais Vernier. C'est pareil, ça c'est lié à la commune. Que du Marais Vernier. Bouclon, on était à côté. Ça se pratiquait pas du tout. Ça n'avait rien à voir. Non, ils mettaient les initiales MV sur l'étampage des vaches. Donc, j'allais toujours donner un coup de main à mes cousins, mes oncles, parce que j'avais toute ma famille sur le Marais Vernier. Alors, donc, on avait donné un coup de main, on amenait les vaches à la longe, des fois sur 2 km, ça arrivait, à l'étampage. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pratiqué? Oui, j'ai pratiqué, mais que nous, malheureusement, on avait le droit on servait pas de commis, mais un peu, on servait de garde d'aide, quoi, mais c'était tout. On n'avait pas le droit de mettre des bêtes. Ou des fois, à la triche, le long qui avait pas assez de nombre de bêtes, on arrivait à en mettre quelques-unes comme ça. Bon, ça arrivait aussi, ça.
quand même. Parce que c'était quoi le but? C'était, voilà, on marquait les bêtes. Oui, pour le reconnaître sur les terrains à qui appartenaient les bêtes. Chaque, il avait le signe sur la corne des vaches. Et là, voilà, c'est plus mon cousin, là, Claude Blondel au Marais, qui connaît tout ça, l'ancien maire. Lui, spécialiste là-dessus. Ouais, bon, on était avec Bouclon, on n'y avait pas droit, alors. On était un peu jaloux, on habitait à côté, on n'avait pas droit. Et c'est toujours pareil, hein. Bon, maintenant, ils sont loués, tous ces biens communaux, là. Parce que la commune du Marais est très riche en biens communaux, l'une des plus riches de France. Et les gars qui mettaient chez beaucoup de bêtes là-dessus, à titre pas gratuit, mais c'était vraiment avantageux. Et est-ce que, justement, les Tampages, moi je crois qu'ils font une fête. Oui, ils la refont toujours, mais c'est du folklore. Voilà. C'est plus du tout les mêmes quantités de fêtes. Non, c'est quelques-unes comme ça pour faire voir comment c'était, quoi. Non, mais c'est fini, ça. Les bêtes à pied, nous, dans le temps, toutes les bêtes étaient à pied. Hein. On tenait la vache à la corde. Et on l'amenait, on faisait des fois 3 ou 4 kilomètres comme ça avec la vache. Et justement, est-ce qu'il y avait des périodes où on mettait les bêtes au pâturage au Marais? Et c'était le 1er mai. Oui, alors pas forcément les communaux, mais vous, là, dans la pratique Dans la pratique, on les mettait jamais tellement avant le 15 avril. Fin mars, c'était à fin mars. Une année exceptionnelle, c'était toujours vers le 10-15 avril. D'accord. Oui. Et est-ce que ça donnait lieu à des événements un peu comme maintenant on parle de transhumance, voilà, est-ce que c'était chaque éleveur amenait mettait ça un peu à sa mode, faisait à sa façon. Qui va mettre le vin en mars, qui a peut-être plus diable, que sa prairie était plus sèche que celle du voisin, mais c'était à sa façon. Il n'y avait pas de date. Et le reste du temps, donc après la saison de pâturage, il y avait des endroits, elle pouvait rester dehors sur des endroits un peu plus moins humides, ou bien c'était dans les bâtiments? Souvent il y avait des coteaux, puis comme c'était des vaches, c'était des petits bâtiments d'élevage, des petits bâtiments en argile, des bâtiments où vous mettiez une dizaine de vaches, et puis j'avais plusieurs bâtiments, comme j'avais sur la ferme de mes parents. Est-ce qu'au niveau des races de vaches, ça a évolué là? C'était des laitières, c'était quelles? Ah oui, le niveau des races, ça va beaucoup évoluer. À l'époque, c'était quasiment que des Normandes. Qu'aujourd'hui, après, on a eu les Pinoires, là, les Hollandaises. Là. Et puis, aujourd'hui, dans l'élevage, c'est beaucoup de Limousins, Charolais, mais qu'à l'époque, il n'y en avait pas. C'était que de la Normande. On était vraiment en Normandie, que de la Normande. La belle Normande, la Fleurie, c'était... Ouais. Et... Vous avez vu à peu près à quelle période le changement? Quand il y a eu déjà la question que les gens ont arrêté le lait pour des normes. Déjà, quand beaucoup le lait a plus trop, les gens ont changé un peu la race. Que la race normande est beaucoup moins payée que la race charolaise ou la race limousine. Mais ça fait vite quand même tout ça. Est-ce que vous, c'est quelle race maintenant? Moi je suis en croisée, moi j'ai toujours encore des Normandes, j'ai beaucoup de croisées. Ok. Croisée normande charolaise ou... Non, oui, les charolaises et les limousines, il y a un peu les deux. Est-ce que le cheptel il était renouvelé sur place? C'est-à-dire, est-ce que vous faisiez la reproduction aussi des bêtes? On avait un taureau, souvent chacun avait son taureau. Voilà. Chacun oui.
Beaucoup. Chez mes parents, on avait un taureau, il y avait pas mal de voisins qui venaient avec leurs vaches à la longe. On va amener au taureau. Tout le monde n'avait pas un taureau, de toute façon. Hein. Donc si tout le monde n'avait pas un taureau, ils allaient utiliser ceux des voisins. Voilà, c'est ça, en payant, hein, c'était pas gratuit. Voilà. Mais il n'y avait pas d'endroit où, parce que maintenant il y a de plus en plus d'élevage naisseurs, aussi là c'est plus en allaitant. Oui. Il y a des élevages naisseurs et ensuite engraisseurs, tout ça. Mais là, à l'époque, de toute façon, c'était pas le cas, vu que c'était davantage de laitier. Oui. Voilà. Oui. Après, bon, il y a eu, beaucoup après, ça arrivait aussi, il y avait l'insémination artificielle, il y avait ça aussi. Bon, voilà. C'est pas mal de choses, je pense qu'on a encore des petits trucs. Après, des trucs qu'on ne se rappelle plus non plus. Est-ce que, parce qu'au Marais-Vernier, il y a aussi des choses particulières qui sont arrivées après-guerre, c'est tout ce qui est le plan Marshall et la ferme modèle. Ah, le plan Marshall, c'était sur la grande ferme, c'était exploité par des Hollandais. D'accord. Là, oui, là, ils ont voulu faire des grandes vacheries, là, déjà des grands trucs. Mais ça n'a pas duré, ça n'a pas marché, je ne sais pas trop pourquoi. Ça a duré comme... Tant qu'ils ont fait la vache laitière, ça a été, après ils ont voulu faire un peu de la culture, ils ont voulu un peu exploiter les terrains comme en culture, ça n'a pas continué. Et ça, c'était quelque chose que comment vous aviez les informations On le savait quand même, parce qu'il y avait des gens, des agriculteurs double actifs qui travaillaient sur cette ferme de chez nous. Des gars qui étaient employés là-bas, sur cette ferme. Il avait même voulu faire de la culture, de la carotte, tout ça là-bas. Mais il avait tout perdu, je ne sais plus. C'était pas des terrains à cultiver, à faire du labour, et tout ça. C'était pas des terrains, ça. Et les terrains tourbeux, c'était pas possible. Donc du coup, comment c'était perçu par les gens? Ils étaient un peu étonnés du projet? Oui, un peu étonnés. Il fallait questionner, quoi. Oui. Et en même temps, pour certains, ils y travaillaient. Oui, c'est ça, voilà, oui. Il y avait la modernisation, déjà des tracteurs à l'époque en 4 roues motrices, tout ça, que bon, ça commençait déjà à être un petit peu industrialisé, c'était déjà une autre chose, hein, déjà que ça commençait. Mais ils avaient une très belle vacherie, la ferme des Hollandais, c'est la ferme modèle. Je ne sais plus où il y avait de vaches avec des tapis caoutchouc, tout ça, c'était à l'époque déjà au-dessus de nous. C'est autre chose déjà. Mais ça n'a pas duré, parce qu'ils ont voulu après trop, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. Donc, du coup, vous, l'arrivée des machines, la mécanisation, les produits, c'était perçu comment aussi? Plutôt comme un moins de contraintes? C'était plus facile d'exploiter un peu les prairies grâce à ça? Oui, c'était plus facile. Hein. Quand arrivaient les tracteurs, ça a quand même été plus facile hein, d'exploiter. Dans les premières années, mais après, au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. On a du mal à les exploiter. On ne peut plus aller à un prix, ils sont trop humides. Et depuis des années, ça se dégrade. Donc les prairies, ils s'appauvrissent, les gens reviennent, tout. Tandis qu'avant, c'était nickel hein, au début. Et ça, vous le mettez, comment vous expliquez cette forte humidité en fait des prairies maintenant? Il n'y a pas assez d'écoulement des eaux. Hein, on veut garder trop l'eau, tout ça disant pour la couche de tourbe qu'il faut garder l'eau, mais moi je trouve qu'on garde trop l'eau et ça défriche ça renfriche les terrains. Hein. Quand il y a trop d'eau, tout le temps, le terrain est noyé. L'herbe ne pousse plus. C'est que le jonc. Le jonc, lui, a poussé, les autres aussi. Là. On appelait ça des lèches, tout ça. Non, ils ne sont pas assez, comme dirais-je, irrigués, c'est pas assez.
Et qu'avant, tout le monde faisait ses fossés partout, des beaux fossés. Il y avait de l'écoulement. C'était bien. Du coup, il n'y avait pas une exploitation des joncs, par exemple, à l'époque Comment ? Les joncs, ils étaient exploités ou ils étaient utilisés pour quelque chose ou... Et du coup, il n'y en avait pas. De joncs ? Oui. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'était bien exploité, beaucoup moins. Ils venaient, mais toujours, on arrivait toujours à avoir de l'herbe. Tandis que maintenant, on arrive qu'on n'a plus d'herbe. Hein, Et là, jusqu'à présent, vous nourrissez quand même encore beaucoup votre troupeau avec de l'herbe. Tout avec de l'herbe. Tout à l'herbe. Et vous y voyez quoi comme avantage ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de complémenter ou comment... Non, de l'herbe, enfin, on appelle ça nous de l'enrubanage, l'herbe qu'on fait. Jamais eu besoin de mettre de maïs Moi non, je sais pas, le maïs, j'en ai acheté sur pied quelques fois, non, j'ai jamais fait de maïs. D'accord. Non. De toute façon, le maïs, bon, faut faire, tu vois, les plateaux, là, je pourrais en faire du maïs et tout ça, mais non. Non, je sais pas. C'est de la nourriture soi-disant très bonne, mais bon, moi, je trouve que c'est acide, enfin, je sais pas. Je sais pas trop pour le maïs. Oui, d'accord. Parce que... même ceux qui font du lait, enfin, ils font beaucoup avec le maïs, le lait a le goût de maïs, a un goût acide. C'est pas du bon lait comme à l'herbe naturelle. Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté ? Enfin, voilà, ah oui, ça c'est sûr. Oui. Donc pour vous, il y a quand même des avantages tant qu'on peut utiliser les produits. Mais ça produit moins de lait aussi, voilà. On a un petit moins de ce côté-là. Mais bon, après, il y a autre chose de qualité. Pas d'aspect qualité. Est-ce que vous avez vu aussi des changements dans les prairies au niveau des espèces qui sont plus ou moins présentes ? Donc on a parlé de l'herbe, mais on a parlé des différentes espèces d'herbes, de joncs, etc. Oui. Est-ce que au niveau peut-être plus de la faune, donc des bestioles qui sont présentes sur les parcelles, je sais pas moi, les mammifères, les sangliers, les insectes. Moi à l'époque, on avait très peu de sangliers. Très peu. Et les sangliers, ça fait 15-20 ans, c'est devenu, ça pullule. On est envahi de sangliers, ils démontent tout partout, on est envahi. Parce que c'est revenu en friche. Les sangliers se plaisent dans les marais en friche. À l'époque, ça arrivait, mais très peu. Et sinon, au niveau d'autres espèces, est-ce que vous avez vu des évolutions au niveau des insectes, des oiseaux peut-être ? Des oiseaux, des cigogne qui nous envahissent. C'est joli à voir, c'est peut-être très bien, mais qui mangent les petits faisans, qui mangent les petits lièvres et tout, de l'autre côté de la faune, ça a un mauvais équilibre aussi. On arrive à en avoir de trop. Ils sont sédentaires chez nous, maintenant on ne peut plus s'en défaire. Même du point de vue, moi, quand j'étais gamin, je fauchais, on voyait des vipères, des couleuvres partout, on n'en voit plus. Bon, c'est les cigognes qui les bouffent. Ouais. Donc au niveau de disparition, plutôt des couleuvres qui ont disparu, des petits... Couleuvres, vipères, on avait du vipère, on appelait ça le vipère rouge, on en avait plein, bon, on a pratiquement, j'en vois plus moi, que j'espère encore mes marais, moi là en bas, alors pour ça... Il n'y a pas d'autres oiseaux qui ont disparu, vous n'avez pas forcément remarqué je sais plus comment, des petits râles rouges, tout ça qu'on voit plus beaucoup non plus, petits oiseaux de fossé, les petits... qu'on ne voit plus beaucoup non plus. Et au niveau des arbres, il y a les arbres têtards quand même. Oui, les têtards, toujours restés, ça pousse dans l'eau, tout ce que des bois d'eau, les aules, enfin tout ça. Il y en a plein. Mais enfin, si on veut, on laisse envahir. Vous n'utilisez plus votre pré ou quoi que ce soit, ça prend 2-3 ans, ça pousse partout. Vous êtes envahi de ça, sans ne pas les planter ou quoi que ce soit. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploité un peu, les têtards, ou entretenu ? Quand on faisait les têtards, ça servait de clôture de haies en même temps et de bois de chauffage. Oui.
Ça avait les deux. Les saules, les peupliers, tout ça. Ça avait de bois de chauffage. C'était une bonne utilité. Bon, c'était pas un bois extraordinaire, mais enfin, bon, on chauffait bien avec ça. Vous arriviez à avoir un rendement suffisant? Oui, il y avait tout des haies. On faisait une haie de tétard une année, on faisait une autre après. Et ça, c'est quelque chose que vous faites plus du tout? Enfin, si, quand ils sont gros, mais bon, ça n'a pas disparu, mais on s'en est moins beaucoup occupé. Et vous savez pourquoi pourquoi non exactement, mais qu'après qu'on a pu trouver trop l'utilité de ces bois-là, donc et il y a beaucoup de tétards aussi qu'on crevait, tout ça. Alors. Est-ce que vous en avez utilisé pour faire du fagot ou du fourrage? On appelait ça, nous on faisait des bourrées, on appelait ça des gros fagots. À l'époque, maintenant on n'a plus besoin de fagots. Personne n'utilisait des fagots. Les fascines aussi, on appelait ça des fascines. Ça servait tout ça aussi. Oui, il y avait des grandes allées, on faisait ça, des fascines. Donc là, c'est plutôt le fait que vous n'ayez plus besoin de ça qui fait que vous avez plus entretenu les tétards? Oui, non, oui. Enfin, quand les branches tombent ou des fois on voit, on les coupe, on les ramasse quand même. Hein. C'est tout. Et les tétards, pendant un moment, je ne sais plus pourquoi, on les coupait trop. Après, on ne voulait plus de tétards, on les coupait à hauteur, alors donc il ne fournissait plus. Il y a eu une époque aussi de ça. Et c'était de quelle façon qu'on les entretenait à la main, avec de une scie, enfin c'était quel... mais moi les tétards, j'ai commencé à la hache. J'ai des tétards à la hache. On appelait ça un escabeau, un grand machin sur 4 pattes, et puis avec un plancher, on venait, puis à la hache. Donc c'est pareil, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de tronçonneuses. Les premières tronçonneuses arrivaient, quand on voyait ça, ça débitait autrement, parce que sur un tétard, il y avait 3-4 hostières de bois où il y a un moment à couper à la hache. Et on a fait tout ça à la main. Hein. C'était chaque exploitant qui faisait ça, chaque agriculteur? Oui, chaque qui avait ses fossés, qui avait son herbage. Il ne faisait pas appel à quelqu'un? Non, chacun faisait pour lui-même. Et c'est quelles sortes d'arbres en particulier? C'était du saule et du peuplier. Hein. Les aumes, c'était plus des branches qui partaient du pied. Est-ce que les aumes, vous faisiez des CP, c'est ça? Vous les recoupiez à la base? Oui. Et ils repartaient? Oui, ça repartait toujours. Essentiellement l'aulne? Ou il y avait d'autres pour les saules aussi? Oui, le saule aussi, mais le saule c'était beaucoup des tétards de saule. Oui, d'accord. C'est des tétards, le machin, avec ses branches. Les peupliers aussi, les tétards de peupliers. Et ça posait pas problème qu'ils aient les pieds dans l'eau, en fait, tous ces arbres, parce qu'ils ont... Non, c'était la nature, hein, ils poussaient comme ça. Et pour le moment de les entretenir Là, une fois qu'on avait taillé, ces entretenir, ils repartaient de plus belle. Ouais. Les repousses, en un an de temps, il y avait déjà des repousses. Je veux dire, même quand vous alliez l'entretenir, quand vous alliez le couper, si c'était en eau, ça posait pas trop de problèmes? Non, ça arrivait qu'on le coupait, qu'on avait de l'eau, le fossé, parce il poussait sur le fossé, il y avait de l'eau dans le fossé, on avait le fameux escabeau qu'on montait dessus, et puis ça ne nous empêchait pas de travailler. Mais beaucoup moins d'eau que maintenant, c'était beaucoup plus sèche quand même. On le faisait l'hiver, hein, on taillait ça l'hiver, au plus tard, on arrêtait en avril, hein, plus tard, quand le sève montait, on arrêtait. Et aujourd'hui, est-ce que vous verriez un intérêt à réentretenir à nouveau ces tétards? Quand il faut le couper, s'il y a une branche, oui, je le fais, mais bon, j'en ai beaucoup moins, beaucoup crevé, et j'ai beaucoup moins d'herbage. Moi, j'ai plus qu'une petite année d'avant, avant que mes parents avaient je ne sais pas combien d'hectares autour. Hein. Même donc, pour fournir en bois de chauffage, par exemple? Oui, pour moi-même. Hein. Oui, juste. Pour moi-même, bon, j'ai des haies là-haut qui sont beaucoup meilleures que ça, que du frêne ou autre chose, de l'acacia, qui est meilleur que ce bois-là, maintenant. À l'époque, on avait que ça.
Donc vous, du coup, petit à petit, vous vous êtes séparés de Courtil qui était... Bah oui, j'en ai plus beaucoup. Après, on a eu le partage avec les frères, qu'il ne reste qu'une parcelle de 4 hectares et demi. Et qu'avant, on avait peut-être 25 hectares de Courtil. Donc... c'est du fait du partage ou parce que aussi il y en a que vous avez cédé parce que vous ne vouliez plus les exploiter non, j'ai rien cédé que je voulais plus les exploiter. C'était le partage puis que ça a été vendu. Non, c'est pas que moi j'ai gardé ce qui était à moi, ce que j'ai acheté à moi. Parce que moi, les Courtil, je les ai achetés à un oncle qui voulait les vendre. D'accord. Sinon, j'en aurais plus de Courtil. Voilà. C'est les derniers. Comment? C'est les derniers. Oui. Les récalcitrants. Donc maintenant, il y a quelques adaptations des pratiques que vous avez pu noter. Je sais pas, du fait que ce soit en eau, sûrement la période de pâturage elle est écourtée. Oui. Bah oui, parce qu'on arrive, moi j'arrive parce que encore c'est des bêtes pas très lourdes, on essaie de mettre des bêtes pas très lourdes. Si on arrive au mois de novembre, c'est déjà mort, c'est plein d'eau, c'est mort. Hein. Si on a on a des années exceptionnelles d'eau aussi, mais bon, ça fait court. Hein. Après, ça fait bientôt juin, juillet, août, septembre, ça fait plus même 3 ou 4 mois de pâturage. Ah, ça reste que dans l'eau. Hein. Et vous avez remarqué des changements dus aussi au changement climatique? Oui, bien sûr. Ça joue. Question, beaucoup d'eau. Ils sont inondés, des terrains trop inondés, hein, qui les dévalorisent. Hein. C'est en éclat. Hein. Et quand l'eau stagne tout le temps, forcément, il ne pousse pas d'herbe. Et donc ça, l'avantage du marais, c'est qu'il y a quand même... c'est un inconvénient, mais aussi un avantage, c'est que du coup, il y a quand même de l'herbe verte en année de sécheresse. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même eu des pics de chaleur avec des inconvénients, ou justement le fait d'être dans le marais, ça s'est pas senti? Oui, en 76, il y avait eu que le terrain avait craquelé quand même, et que ça arrivait que ça poussait plus quand même. Même si la tourbe était trop sèche, la tourbe desséchée, ça avait que ça ne poussait plus beaucoup. Mais il y avait encore de la verdure, c'était encore vert. Oui, donc même l'année la pire... Oui, c'était encore vert. C'était encore vert. Ça veut dire que quand même il y a une certaine... Forcément, toujours de la fraîcheur qui monte, du moins. Non, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus maintenant. Si vous avez d'autres remarques à nous faire. Bon, non, je ne sais pas. Merci beaucoup.